Bonjour à tous, ici votre élément, le soldat du Babou, le soldat africain, le soldat panafricain. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une famille ivoirienne qui est en détresse. Un jeune frère, un militaire, a été arrêté pour une histoire de tentative de coup d'État contre le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Chers frères, je vous interpelle et je vous demande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Car vous allez écouter le témoignage de la femme de ce militaire. Je n'invente pas l'histoire, c'est une histoire réelle. Et cette femme souffre aujourd'hui. Elle a même perdu un enfant lorsqu'elle était enceinte. C'est là que le monsieur a été arrêté. Et vu la pression et le stress, a fait de sorte qu'elle puisse perdre son enfant. Donc cette histoire est vraiment triste, je vous demande d'écouter cette histoire. J'interpelle aussi le média appelé AFP Africa. Un soit média indépendant qui n'arrête pas de signaler nos vidéos. Nous-mêmes, ce que nous vivons dans notre propre pays. Lorsque nous interpellons les Ivoiriens, lorsque nous dénonçons, ces médias-là passent derrière nous pour aller signaler nos vidéos à Facebook pour dire non, ce sont des fausses informations. Nous demandons à ce média-là d'aller vérifier cette information. Et nous interpellons ici tous les panafricains, nous interpellons aussi les cyberactivistes afin de former une équipe pour se rendre aux États-Unis au siège de Facebook. Parce que ce qu'aujourd'hui Facebook fait pour nous est très important. Grâce à Facebook, nous arrivons à nous exprimer. Mais aujourd'hui, c'est la France qui a même mise sur Facebook en France. Donc tout ce que nous faisons, c'est eux qui signalent nos vidéos, c'est eux qui font. Les politiques français, c'est eux qui signalent nos vidéos, c'est eux qui font tout ce qu'ils veulent et qui parlent à nos places à côté de Facebook. Et à cause d'eux, aujourd'hui, nos pages ne bougent pas, nos pages sont signalées. Donc écoutez cette histoire jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Bonsoir le soldat de Gbagbo, j'espère que vous allez bien, frères africains. Je me tourne vers vous parce que je suis dans un désespoir total. J'espère que vous allez pouvoir faire porter ma voix parce que je suis épuisée psychologiquement et je suis épuisée physiquement. Je vous explique ce que je traverse en ce moment, depuis 7 mois. J'ai mon mari qui travaille à la garde républicaine de Treichville. Et à un moment donné, ils l'ont muté à une base militaire qui est au plateau. Après, ils l'ont ramené à la garde républicaine de Treichville. Et c'est comme ça qu'il m'a dit un jour, pourquoi les gens me bahutent comme ça, je ne comprends pas. Dans notre milieu, quand on te traite comme ça, c'est que les gens ont un problème avec toi. Bon, moi, je ne suis pas un peu dramatique. Je ne suis pas dramatique, pardonnez. Donc, je lui ai dit, non, n'en fais pas un problème. Peut-être que c'est une manière de trouver le juste milieu pour pouvoir faire des effectifs qui vont pouvoir faire l'affaire, au fait. Puisqu'il est tout le temps dans le cortège du président. Donc, moi, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais j'essayais de le rassurer tout le temps. Mais il me disait, non, je ne sens pas trop ces gens-là. Et c'est comme ça, un jour, il m'a appelé, il m'a dit, on vient de m'affecter à Yamoussoukro comme ça. Bon, c'était étonnant parce que pour un militaire, les affectations ne se font pas comme ça. On te signifie cela. Mais sur le champ, son chef lui a dit, tu es muté à Yamoussoukro et tu dois partir maintenant. Bon, un militaire, il n'a pas de choix. Néanmoins, il voulait passer chez lui à la maison avant de partir à Yamoussoukro. On lui a dit non, pas question. Il faut que tu partes maintenant. Donc, il est parti à Yamoussoukro. C'est-à-dire, il a quitté Abidjan, la garde républicaine d'Abidjan, Treichville, pour la garde républicaine de Yamoussoukro. Et c'était le 3 mai, je pense. Et il m'a appelé pour me dire, je veux te parler, il faut que tu viennes. Je ne suis pas dans la même zone que lui. Donc, c'est ce que j'ai fait. Quand je suis arrivée, il m'a dit, tu sais, il y a un problème parce que mon patron m'a dit quelque chose. Il m'a sifflé quelque chose comme quoi je serais complice de Aboulaye Fofana pour un coup d'État qui est en train de se préparer ici à Abidjan. Je lui ai demandé d'abord, mais qui est Fofana? Il dit, mais je ne sais même pas. C'est quand il a dit le nom, j'ai tapé sur Facebook et je suis allée voir c'est qui. Mais je ne sais pas où est-ce que les gens sortent cette histoire, mais ça m'intrigue beaucoup parce que je n'ai rien à voir avec ce monsieur. Mais dans notre milieu, si les gens veulent t'éteindre, ils ont la méthode. Donc je ne suis pas tranquille. Parce que je vais te dire la vérité. Il y a des chefs militaires aujourd'hui, pas forcément des chefs militaires, mais des chefs de l'armée ivoirienne qui liquident leurs éléments pour avoir une bonne position dans ce gouvernement. Ils se jouent les gardiens du gouvernement et ils liquident leurs éléments pour se faire une bonne place. Je dis, mais c'est pas possible. Mais où est-ce qu'ils ont sorti cette histoire? On était vraiment intrigués, mais on s'est dit, bon, il y a une justice et aujourd'hui, le système d'informatique est vraiment poussé. Donc, il y a des choses qu'on peut vérifier. Du coup, on essayait de s'appuyer sur cela. Jusqu'à ce que on aille se coucher, c'était le jour du 5. Là, on était au 5, voilà.
puisque j'ai fait 3 jours là-bas. Le 5 à 1h du matin, on vient taper à la porte, c'était à la gare républicaine de Yamoussoukro, pour dire que le capitaine a besoin de lui. Et c'est comme ça qu'ils sont partis avec lui. Et à 5h du matin, j'ai reçu un coup de fil. Je ne connaissais pas le numéro. Mais j'ai décroché. Quand j'ai décroché, j'ai vu que c'était lui. Il m'a dit, chérie, on vient de m'arrêter. Ils sont en train de partir avec moi sur Abidjan comme ça. Et c'est là que les choses ont commencé à se dessiner. C'est là que notre calvaire a commencé. Ils sont partis avec lui à Abidjan. Et systématiquement, on les a mis sous mandat de dépôt. Voilà. Et vous n'imaginez pas, ils ont fait une descente musclée à Abidjan. Voilà. Sans tenir compte de l'état d'âme des enfants, tout ça. Ils sont venus en dame pour venir faire une perquisition. Chose qui a été faite, rien n'a été trouvé à la maison. La DST a fait son travail. Rien n'a été trouvé. Quand même, ils l'ont gardé. Et 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, je n'avais pas de ces nouvelles. Je savais pas si mon mari était en vie ou pas. J'étais vraiment déprimée et j'ai dû saisir les droits de l'homme. Et c'est comme ça qu'ils m'ont demandé son nom et son numéro matricule. J'ai donné et c'est eux qui m'ont fait appel qui me dit il est détenu à la garde au camp commando de Koumassi. Il fallait que je fasse une requête pour déposer auprès du parquet pour que le parquet me donne comment dirais-je me donne la permission de pouvoir le voir. Et c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai fait, j'ai attendu jusqu'à ce que le parquet me rappelle pour me dire que ma requête a été prise en compte et que je pouvais aller le voir. Et je suis partie, j'ai récupéré l'ordonnance du gouvernement et je suis partie directement au camp commando de Koumassi. Arrivé là-bas, j'ai présenté le papier que j'avais au commandant qui était là. Il me dit, vous n'imaginez pas, tout froidement, avec une arrogance, avec une méchanceté sans pareil. Votre mari n'est pas ici, madame. Je dis si, mon mari est ici. Parce que si mon mari n'est pas ici, ça veut dire que vous l'avez exécuté. Et sur le coup, franchement, depuis ces 7 mois, c'était la première fois où je versais des larmes. J'ai piqué une crise d'angoisse, une crise de... Vous ne pouvez pas imaginer. Je pleurais à chaudes larmes. Et c'est comme ça que sur le coup, lui, il a pris son téléphone, il a pris une photo de la décision et il a balancé ça à un autre commandant qui est à la recherche du plateau. Voilà. À la brigade de recherche du plateau et ils m'ont ramené là-bas. Et je suis partie. Et comme j'étais vraiment angoissée, je pleurais sans cesse. Le commandant m'a fait comprendre que si je ne me calmais pas, il n'allait pas pouvoir m'aider et que c'était vraiment un sujet sensible. Il est quand même accusé pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est un sujet vraiment sensible. Et j'ai attendu avec beaucoup de peine d'ailleurs, jusqu'à ce que je ne puisse pas le voir et je suis rentrée. Je suis rentrée, le lendemain, je suis revenue encore. Et aux environs de 15h, c'est comme ça le commandant a donné l'ordre. Ils sont allés le chercher au camp commando de Koumassi. Et ils l'ont envoyé parce que d'après eux, la prison du camp commando de Koumassi n'était pas une prison officielle. On ne pouvait pas rendre de visite là-bas. Mais j'ai demandé, mais pourquoi on ne met pas mon mari à Agban ou bien à la Maka pour que je puisse avoir accès à lui plus facilement, puisqu'il est malade, il a une infection pulmonaire et il a tout le temps le hoquet. En plus de ça, il est hyper. Et encore, il a fait un accident où il a un problème à la poitrine. Il a des traitements qu'il prend. Il faut que j'ai accès à lui pour lui donner ses médicaments. J'étais vraiment inquiète. Et c'est sur ces mots-là qu'on s'est laissé. Et après, quand j'ai attendu, on m'a ramené mon mari et je l'ai vu. C'était la première fois que je le voyais depuis 6 mois, 7 mois pratiquement. Il était vraiment amaigri et tout ça. Il y avait aussi des gendarmes qui étaient là dans la même salle que nous. On m'a pris mes téléphones, chose qui est normale pour ne pas que des choses soient peut-être enregistrées. Voilà, on m'a pris mes téléphones, mais c'était pas important. Pour moi, c'était de le voir. Je me suis armée de force, je n'ai pas pleuré. J'ai tout fait pour qu'il puisse voir le sourire sur mon visage. Je me suis forcée, voilà. Et c'est là qu'il m'a dit, il faut que tu fasses tout pour trouver un avocat, parce que je te l'ai dit, ces gens-là, quand ils veulent te noyer, ils ont la méthode. Je ne sais pas pourquoi ils me détiennent, parce que j'ai rien fait. La DST m'a interrogé. Ils ont fait une perquisition chez moi. Ils m'ont interrogé. Et ils savent que je n'ai rien fait, mais je ne sais pas pourquoi ils me gardent. Je ne sais pas pourquoi ils me gardent. Et il faut que tu fasses tout pour trouver un avocat. Tout ce qu'on a, c'est un terrain. Vends ce terrain et trouve un avocat. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand je l'ai fait, j'ai trouvé un avocat. Mais d'abord, c'était vraiment difficile. Parce qu'aucun avocat ne voulait prendre mon dossier. Jusqu'à ce que je tombe sur une dame qui a accepté de prendre mon dossier. Et depuis, elle ne fait que
tourner. Il est difficile pour elle d'avoir accès au dossier de mon mari, soit disant que le parquet dit il a un dossier vraiment chargé et qu'ils vont lui donner qu'une partie du dossier pour qu'elle puisse étudier et puis elle pourra passer à la défense. Mais jusque-là, elle n'a pas encore accès au dossier, ce qui veut dire qu'elle n'a pas encore eu accès à mon mari pour prendre la version de mon mari pour pouvoir essayer de défendre ses droits. Vraiment, je veux que vous sachiez qu'en dehors des 46 militaires qui sont au Mali, il y a beaucoup de militaires ici dans les camps qui sont piochés chaque jour et qui sont emprisonnés pour des raisons qu'on ne sait pas. Voilà, il n'y a pas plus Ivoiriens que d'autres Ivoiriens. Tous les Ivoiriens ont les mêmes droits. Je veux savoir, vous n'imaginez pas le nombre incalculable de militaires qui sont arrêtés chaque jour ici dans le pays. Il y en a trop. Les gens sont bâillonnés, les gens ont peur. Cette situation a fait que j'ai perdu beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes m'ont tourné le dos. Parce que personne ne peut parler de ça au téléphone. Et c'est là que j'ai réalisé que les Ivoiriens, on vivait dans la peur. Parce que vous n'imaginez pas aussi le nombre de procureurs que je connais, le nombre de magistrats que je connais. Mais personne n'a voulu m'aider. Personne n'a voulu m'aider. Parce que personne ne veut être associé et ne veut être trempé dans ce genre de choses. Ce que je demande, c'est la justice. Et que la justice fasse son travail pour que mon mari puisse retrouver sa liberté. S'il trouve qu'il y a des corps habillés qui sont gênants vraiment dans l'armée, il est mieux de les lister et de les radier que de les arracher comme ça à l'affection de leurs parents. C'est un cri de cœur et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces difficultés. Donc vraiment, je me tourne vers vous pour que ma voix puisse porter. Vraiment, je suis déchirée, je suis détruite à l'intérieur. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Ok. Merci à vous, chers frères. Merci à tous ceux qui ont regardé et suivi cette vidéo. Je vais demander à ce que vous partagez encore cette vidéo au maximum. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a que l'injustice. En Côte d'Ivoire, l'injustice ne dit pas son nom. Je lance mon message ici à tous les militaires de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est votre camarade. Demain, là, ça peut être votre tour. Ceux qui détiennent vraiment le pouvoir dans un pays, ce sont les militaires. Mais vos camarades sont matérialisés. Vos camarades souffrent. Et vous êtes là, vous regardez, sans rien dire. Qu'on crée une armée dans un pays, c'est pour la justice. La vraie justice dans un pays, c'est l'armée qui l'impose. Parce que c'est vous qui avez le pouvoir. Mais aujourd'hui, là, on marche sur vous. J'ai l'impression que vous ne connaissez même pas votre rôle. Votre camarade aujourd'hui est en danger. Et vous êtes là, vous regardez. Vous êtes là, ce n'est pas votre problème. Mais ce qui arrive à votre camarade aujourd'hui peut vous arriver demain. Restez là, dormez. Dormez, pensez que tout est gagné. Mais rien n'est gagné avec ce pouvoir. Rien n'est gagné. Comment des militaires peuvent regarder leurs camarades souffrir?